Alors le bouquin dont je voudrais vous parler, le polar dont je voudrais vous parler, il m'a fait aussi beaucoup rire parce que par instant il est extrêmement drôle. Je vous raconte. En 10 ans, le désormais célébrissime shérif du Wyoming, Walt Longmire, nous a régalé de 12 enquêtes, pas moins. J'en ai lu 3 déjà, excellentes, Le camp des morts, Enfants de poussière et Molosse. Et en ouvrant le 4e, Dry Bones, j'avoue que j'étais un petit peu inquiet parce qu'avec une telle production, l'auteur, en l'occurrence Craig Johnson, peut-il garantir la qualité ? Dans le cas présent, la réponse est oui. Voici l'histoire. Nous sommes sur les terres du Cheyenne. Dali Lone Elk, une paléontologue prénommée Jennifer, découvre un squelette entier de T-Rex en parfait état. De très riches amateurs, vous ne le savez peut-être pas, sont prêts à payer des millions de dollars pour pareil spécimen, baptisé du coup Jen. Bien sûr, certains sont prêts à tout pour s'approprier la carcasse, entre autres les scientifiques du muséum local, le gouvernement fédéral des États-Unis et les Cheyennes de la réserve locale. Le vieux Danny est la première victime de cette empoignade. Son corps noyé est retrouvé dans le comté d'Absaroka, le comté donc du shérif Longmire qui est chargé de l'enquête avec ses fidèles adjoints, Vic d'abord, qui en plus partage son lit, c'est une femme, et Henry Standing Bear, son meilleur ami, surnommé à lui tout seul la nation Cheyenne. La suite est en tout point délectable. Que voulez-vous que je vous dise ? Ça sonne juste, voilà tout. L'intrigue est excellente, les personnages ultra attachants, les dialogues souvent très drôles, le Wyoming toujours aussi fascinant. Et de cette façon, on retrouve en quelque sorte une famille, si on aime cette série policière, la famille du shérif Longmire. Et pour bien débuter l'année, donc je vous conseille Dry Bones de Craig Johnson. C'est paru chez Gallmeister. Et avec ça, 2020 sera forcément bonne. Merci mes amis. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très bonne année culturelle et à la semaine prochaine. Vous écoutez. Quant à moi, j'ai un conseil de lecture, un petit polar français absolument admirable. J'ai adoré, c'est vraiment un des trucs que j'ai lu de mieux ces derniers mois. Je vous raconte l'histoire. Aux Assises, Constant Guillot raconte comment, ce jour-là, il est allé chez ses voisins, les Langlois. Comment il a tué les 2 enfants d'un seul coup de batte de baseball sur la nuque. Comment ensuite il a attendu les parents Sylvia et Bakary avec son fusil. Et comment enfin il les a abattus dans le dos. Mais quand l'avocat général lui demande le pourquoi d'un tel carnage, alors Constant bredouille 3 phrases peu compréhensibles. Sa femme, Anna, est dans la salle. Elle sait. Elle se rappelle l'arrivée de leur nouveau voisin à Carmack, un joli bourg accroché à flanc de montagne, des gens absolument charmants, visiblement très à l'aise, grosse voiture, belle maison, et très généreux avec ça. Les Langlois deviennent plus que des relations, presque des amis qui régalent leurs invités de délicieux buffets et de vins fins. Anna est ravie, son mari un petit peu moins. Eux, ils n'ont pas grand-chose, les Langlois ont tout. Forcément, ça peut créer quelques tensions. Et puis Bakary est noir, le reste du village plus blanc que blanc. Ça aurait pu durer encore très longtemps comme ça, mais quand Anna embauche comme femme de ménage chez ses riches voisins, alors là, la pression monte d'un cran. Et quand Bakary, qui a fait miroiter à Constant un placement financier faramineux, se révèle incapable de le rembourser, alors le petit homme empoigne son gourdin et son fusil. Samira Sedira s'est inspirée d'un épouvantable fait divers très réel, l'affaire Flactif, pour écrire Des gens comme eux. Le résultat, qui tient en 140 pages, pas une de plus, est admirable. C'est certainement, comme je vous le disais, ce que j'ai lu de plus puissant depuis des mois, servi par une langue très simple et parfaite, et n'en doutez pas. Des gens comme eux, de Samira Sedira, est un très très grand livre. Il vient de paraître aux éditions du Rouergue dans la collection La Brune. Ceci conclut ce tour de table de ce samedi matin. Mes amis, merci beaucoup. Passez une bonne semaine culturelle. En tout cas, moi, je vous conseille vivement de lire ce polar albanais que j'ai découvert, qui est absolument génial. Je vous raconte l'histoire. Ils sont 4 copains dans l'Albanie communiste et complètement paranoïaque d'Enver Hoxha. Le vent de l'histoire fait exploser leur groupe. Nesti devient militaire, Beni ouvrier, Loni et Alban restent ce qu'ils étaient tout jeunes, c'est-à-dire des crapules que l'avènement du capitalisme le plus sauvage en 1991 enrichit de manière éhontée. Du coup, Beni lâche son marteau, les rejoint et se met à leur service et au sport national, en l'occurrence la corruption, les intimidations en tout genre et les trafics généraux. Objectif, amasser suffisamment d'argent pour s'offrir une nouvelle vie dans l'idéal en France. Son projet,
inclut sa femme, Rina, et leurs 2 enfants. Mais ils ne seront que 3 à partir. Rina est retrouvée morte, une balle dans la tête, parce que son mari voulait lâcher son clan mafieux. Aujourd'hui, Benny est de retour au pays des aigles. Il est venu régler les comptes avec ses camarades de jeunesse. Ça veut dire pas de quartier. Bon alors je vous entends déjà grogner, ouais bon c'est un polar de plus sur le thème rebattu de la vengeance éternelle. Certes, mais celui-là, Les Aigles endormis est exceptionnel, car en alternant les chapitres passés-présents, en plus d'une excellente aventure criminelle, il nous raconte ce pays très mystérieux qu'est l'Albanie. Et ça, c'est complètement passionnant, c'est aussi sidérant, d'une violence historique et sociale inouïe. À l'époque communiste, c'était la Corée du Nord juste en face de l'Italie. Et depuis, c'est Macao sur Adriatique. Alors forcément, il y a de la casse. Ce qui fait dire à certains, la démocratie c'est une blague. Le communisme était peut-être une prison, mais le capitalisme ressemble au couloir de la mort. Les Aigles endormis, formidable polar de Danu Dankini, vient de paraître dans la série noire chez Gallimard. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très bonne semaine culturelle. Amusez-vous bien. Bon Salut. week-end. En tout cas, je ne suis pas sûr de cela, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le polar que je vous conseille ce matin est absolument inratable. Je vous raconte. Nous sommes dans le canyon de la Tara, c'est au Monténégro. Ils sont 5 sur le gros raft ballotté par les puissants rapides. Il y a Tom et sa sœur jumelle Luna, il y a leurs parents, et enfin le 5e, c'est le guide serbe Goran. Un puissant orage gonfle très très vite les eaux de la rivière, le canot chavire, le père disparaît à tout jamais. La suite se joue à 4, en fait 2 contre 2. Tom et Luna, un couple adolescent, donc quasiment prié de se débrouiller tout seul dans la vie, face à leur mère, complètement larguée et vulnérable, qui peu à peu passe sous l'emprise de l'inquiétant Goran. Qui est vraiment Goran? Et que s'est-il véritablement passé au fond des gorges de la Tara? Alors pour le savoir, il vous faut lire Le sourire du scorpion, soit 200 pages de malaise et d'angoisse grandissant page après page. C'est une vraie performance d'écriture, très bien menée par Patrice Guin, qui s'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie pour bâtir son roman, et qui, par ailleurs, a lu avec passion le chef-d'œuvre du genre Délivrance. Bien sûr, Délivrance, vous le savez, se termine très mal. Le sourire du scorpion aussi, car la vérité sur Goran est abominable et insoupçonnable. Et à chaque page tournée, on la devine et on la redoute un petit peu plus. Pas question d'arrêter la lecture, bien entendu. C'est tout l'attrait de ce genre de propos. Pour moi, en tout cas, ça a été un vrai choc, comme en son temps Délivrance, au cinéma et sur papier. Donc embarquez sans attendre et surtout, n'oubliez pas d'attacher votre gilet de sauvetage. Le sourire du scorpion de Patrice Guin est paru aux éditions Le Mot et le reste. Chose promise, chose due, j'ai donc un polar indien absolument génial qui se déroule à Calcutta au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'Empire britannique n'est plus à son apogée, certes, mais son étreinte reste de fer. Des millions de Bengalis sont dirigés par une poignée d'Anglais et d'Écossais, pour la plupart sans merci et sans aucun état d'âme. La contestation indépendantiste bouillonne, encore dans le calme, mais plus pour très longtemps. À quelques heures d'intervalle, 2 événements font office de détonateurs. D'abord, Alexander Macaulay, haut fonctionnaire britannique en charge des finances du Bengale, est retrouvé égorgé dans le quartier des bordels de la ville. Ensuite, le train postal Calcutta-Darjeeling est attaqué par des bandits qui tuent un cheminot, mais cependant prennent la fuite sans rien voler. Pour le gouverneur et le vice-roi du Bengale, les coupables sont tout à fait connus. Ce sont les terroristes qui veulent bouter l'anglais hors de l'Inde. Le renseignement militaire d'ailleurs appuie cette option sans aucune retenue. Mais le capitaine Wyndham et son adjoint, le sergent Banerjee, ont de très gros doutes. Wyndham est un ancien de Scotland Yard, tout juste débarqué à Calcutta. Banerjee est certes soumis, mais très intelligent et très difficile à influencer. Et en plus, ils ont l'oreille du chef de la police, Lord Taggart. Et donc, ils foncent dans leur enquête. Des fumeries d'opium au palais du gouvernement, des grandes plantations au taudis de la ville basse. Wyndham et Banerjee mènent une enquête à tout point de vue passionnante. C'est un régal absolu. Ça s'appelle L'attaque du Calcutta Darjeeling, est paru aux éditions Liana Levy. Et je vous en souhaite une excellente lecture. Bon, écoutez, moi j'ai un excellent polar anglais à vous proposer, de forme et de facture extrêmement classique, mais je me suis vraiment régalé. Je vous raconte l'histoire. Claire Cassidy, la quarantaine célibataire, est professeure de littérature anglaise au collège de Talgard High. C'est un établissement de seconde zone qui peine à boucler ses budgets. Sa grande spécialité,
Eh bien, c'est un classique de la littérature gothique qui s'appelle L'Inconnu, d'un certain R.M. Holland. Holland qui a d'ailleurs enseigné dans ce même collège au XIXe siècle. La petite vie provinciale de Mademoiselle Cassidy est parfaitement calée, donc elle fait court, elle élève Georgia, sa fille adolescente, elle idolâtre son demi-caniche stupide Herbert, elle tient son journal intime et elle recherche le grand amour. Et sur ce dernier point, elle rejoint sa meilleure amie, Ella Elphick, prof, elle aussi, et partenaire de beuverie et de programmes télévisés débiles. Jusqu'au jour où Ella est assassinée chez elle, et tout près du corps, la police retrouve une citation du livre L'Inconnu. Et donc assez vite, c'est assez logique, Claire Cassidy devient une plausible suspecte. Voilà le parfait exemple du roman policier à énigme, britannique au-delà du possible, avec tout ce que ça implique d'humour décalé et de personnages très originaux, à commencer par cette formidable enquêtrice d'origine indienne, Harbinder, qui n'aime que les femmes, et surtout qui aime maman cuisinière du meilleur curry mouton à l'ouest de Bombay. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur thriller de l'année, comme l'écrivent nos confrères du Times de Londres, mais néanmoins, vous allez passer un très très bon moment avec le journal de Claire Cassidy, signé Ellie Griffiths. C'est très divertissant. Et ça vient de sortir chez Hugo Thriller. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes découvertes culturelles. Merci. Et il faut, selon moi aussi, lire le bouquin que je vous conseille là, parce que c'est encore autre chose. Au Texas, les intellos vivent à Austin, les scientifiques à Houston et les ploucs partout ailleurs. Austin, donc, grosse consommatrice de drogues en tout genre, fournie entre autres par Fernando et son pote Nestor, qui sont les revendeurs attitrés du grossiste Guillermo, lui-même étant aux ordres du gang mexicain des Zetas. Mais voilà que les Salvadoriens du maléfique Indio entendent s'emparer de cette ville très lucrative. La suite s'appelle une guerre des gangs bien sanglante certes, mais pas que. Parce que la boucherie à chaque coin de rue, on a déjà beaucoup lu ça, mais décrite par le jeune auteur portoricain Gabino Iglesias, c'est du jamais vu. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'y consacrer quelques heures. Parce que il y a une vraie dimension religieuse et mystique dans cette aventure totalement criminelle. Par exemple, Fernando, après chaque coup dur, rend grâce à la Dame Blanche, Santa Muerte, qui ne l'abandonnera jamais. C'est ce que lui a affirmé en tout cas Consuelo. Consuelo, c'est la grande prêtresse de la Santeria, qu'il consulte régulièrement. Quant au chef complètement cinglé des Salvadoriens, ses yeux noirs et son haleine infecte laissent à penser que ses origines sont carrément démoniaques. D'ailleurs, même le russe, le cador des tueurs à gages d'Austin, n'ose pas s'y frotter, c'est dire. Et il faudra toute la folie d'El Principe, un salopard dont la seule passion consiste à cribler les gens de balle pour que Fernando sauve sa peau, mais malheureusement pas celle de ses meilleurs amis que Santa Muerte n'a pas su protéger. Voilà, ça fait 180 pages tout rond, c'est mené à fond de train, on en sort rincé. Ça s'appelle Santa Muerte de Gabino Iglesias. Ça vient de sortir chez Sonatine. J'ai adoré ce bouquin. Et en plus, la couverture est absolument magnifique. Quant à moi, je vous conseille vivement de lire ce petit recueil de nouvelles. Ça se lit en quelques heures, c'est 180 pages, écrit gros. C'est magnifique. Vous savez que la nouvelle est un art très très difficile et que très rares sont les gens qui maîtrisent l'art de la nouvelle. Eh bien, en voilà un. C'est un Allemand. Schlesinger est un avocat alcoolisé et un joueur invétéré. Il vivote de ses plaidoiries minables de commis d'office, mais le voilà chargé de défendre une femme qui aurait tué son mari d'une balle dans la nuque. Elle est condamnée d'avance, mais Yasser, voyou et ami de Schlesinger, jette un petit coup d'œil rapide aux photos du mort. C'est le mauvais côté, maître. Cette simple phrase va innocenter la veuve. Ça, c'est la première nouvelle. Une autre. Le jeune Ryan pleurait sans arrêt. Sa mère a craqué. Elle lui a tapé la tête contre le mur. L'enfant est mort. Elle est en prison, bien sûr. Elle en sort et rejoint sa brute de mari. On comprend, en fait, qu'elle s'est accusée pour l'innocenter. J'ai été tellement bête. C'est ce qu'elle dit en faisant basculer l'escabeau du balcon du 4e. Et puis elle descend dans la rue, sur le trottoir. Elle reste debout à côté de son mari en attendant qu'il meure. Émilie a 53 ans, quand le cancer la tue. Brinkman reste seul, jusqu'à l'arrivée des nouveaux voisins. Antonia est une très belle femme. Son époux est rarement là. Un samedi, il répare sa voiture, il est glissé sous la carrosserie. Brinkman pousse le cric. Antonia est veuve. La vie de Brinkman va pouvoir recommencer.
Et une petite dernière, avant la naissance, elle faisait beaucoup l'amour avec son mari. Après le nouveau-né, tout a changé. L'homme est devenu fou, il est obsédé par l'hygiène. Il trouve seul son plaisir en combinaison de plongée, accroché par le cou au radiateur de la salle de bain. Le nœud coulant l'a tué. Ça arrive souvent, dit le médecin légiste, c'est un accident. Son épouse, un temps soupçonnée, est libre. À l'église, elle prie pour se faire pardonner d'avoir appuyé sa tête contre la corde jusqu'à ce qu'il soit bien calme. Ce sont 4 des 12 nouvelles extraordinaires et magistrales signées de l'avocat berlinois Ferdinand von Schirach. Toutes nous disent la même chose. Personne ne naît criminel, mais vous comme moi pouvons le devenir. C'est une question de circonstance. Sanction, ça s'appelle donc Sanction de Ferdinand von Schirach. Ça vient de paraître chez Gallimard, c'est plus que recommandable, croyez-moi. Et puis chez soi aussi, on peut lire un bon livre, un bon polar, pourquoi pas ce week-end. Et celui-là, il est vraiment bien aussi, comme chaque samedi, bien sûr. Je vous raconte l'histoire. Sacha Zorabov a vu les camions sans phare se garer la nuit dans la cour de l'immeuble. Il a vu les hommes en noir chargés de gros sacs sur des wagonnets. Il les a vus aussi repartir avec des caisses apparemment très lourdes. Les camions disparus, le jeune garçon de 6 ans a trouvé un sac oublié. Il était plein de charbon, autant dire de l'or, dans le Donbass ravagé par la guerre civile depuis plus de 5 ans. Demain, il pourra chauffer le modeste logement de sa grand-mère. Mais ce soir-là, a-t-il vu ce qu'il ne devait pas voir? Quelques jours plus tard, le cadavre de Sacha est retrouvé dans un terrain vague, tout près de la ligne de front. Le gamin a encore son slip, mais c'est tout. Il est cloué au sol, gelé par un long poignard de l'armée rouge. Le colonel de police Henrik Kavadze est chargé de l'enquête. C'est un ancien combattant d'Afghanistan. C'est aussi le seul flic honnête du Donbass, cette région à l'est de l'Ukraine, que se disputent âprement l'armée régulière et les séparatistes pro-russes, soutenus et armés par Moscou. Sur fond de bataille d'artillerie, Kavadze va tenter de savoir qui, bon Dieu, peut bien assassiner un garçonnet dans ce décor de fin du monde. Mais à part lui, au fond, personne ne tient vraiment à ce que la vérité éclate, et surtout pas l'état-major de la police qui est corrompu jusqu'à l'os. L'enquête sur la mort de Sacha est l'occasion pour Benoît Wittkin de nous plonger dans cette extraordinaire tragédie qu'est la guerre oubliée du Donbass, à 3 heures à peine d'avion de Paris. Avant tout, pour cela, Donbass de Benoît Wittkin est un roman noir absolument passionnant. Ça vient de paraître dans la collection Equinox aux éditions des Arènes et je vous en souhaite une excellente lecture, mes amis. Et en matière de choix polar, cette semaine, je voudrais me raccrocher d'une certaine façon à l'actualité qui est la nôtre. Depuis maintenant une semaine, la France est plongée dans un scénario de science-fiction qui est malheureusement devenu réalité. D'autres scénarios, tout aussi improbables, ont précédé le nôtre. Par exemple, la dérive de l'État d'Israël, passé en 70 ans d'une magnifique utopie humaniste bâtie sur les ruines fumantes de la Shoah, à une guerre civile éternelle, téléguidée par l'extrême droite et les ultra-religieux. Poussons un petit peu plus loin. Nous sommes demain, ou en tout cas dans pas longtemps. La partition d'Israël est actée par un mur de 6 mètres de haut, bientôt surveillé par des drones garde-frontières avec permis de tuer. À l'est, il y a le Grand Israël, capitale Jérusalem, aux mains des adorateurs de la Torah, manipulés par les activistes russes qui les financent et les arment. À l'ouest, il y a le pays des résistants, capitale Tel Aviv, un agglutinement d'hommes et de femmes guidés par une seule obsession, vivre libre, loin des dictates religieux ou politiques. Comme chacun sait, un mur est fait aussi pour être franchi. Et pour diverses raisons, toutes valables et toutes périlleuses, Haïm, Moussa, Malika, Anna, Élie et Isaac vont tenter l'aventure. Il y aura de la casse, bien sûr, mais pas que. Car au-delà de cette terrifiante uchronie, Les Lumières de Tel Aviv est aussi le roman de l'irrésistible passion d'un homme et d'une femme, Élie et Anna. Voici fort longtemps, ils étaient amants. La vie les a séparés, le mur aussi, mais ils ne le savaient pas. Quand ils l'apprennent, ils n'ont plus qu'un seul objectif, franchir l'obstacle. Les Lumières de Tel Aviv d'Alexandra Schwarzbrod vient de paraître dans la collection Rivage Noir. Alors vous allez me dire, les librairies sont fermées. Oui, mais ça vaut vraiment le coup de patienter car bientôt, heureusement, les librairies aussi
rouvriront leurs portes. Et moi, bien sûr, j'ai un conseil de lecture, parce qu'en ces temps de confinement, si on ne lit pas, ma foi, on ne lira jamais. Voici l'histoire. Nous sommes à la fin des années 80, nos fantastiques années fric, comme l'a dit l'écrivaine Dominique Manotti. Plus qu'ailleurs, sans doute, à Genève, l'argent suinte des murs. Le secret bancaire, à l'époque, est encore en vigueur. Les affairistes se gobergent et leurs banquiers engraissent. N'empêche qu'Odile Langlois, femme de l'un d'entre eux, la quarantaine flamboyante, s'ennuie à périr. L'argent, les bijoux, qu'importe. Elle veut Aldo. Aldo Bianchi, son prof de tennis, beau comme un Italien et vaguement gigolo. Elle se l'offre, bien sûr. Et pour se l'attacher, elle l'achète. Car Odile aime rendre service. Une fois par semaine, donc, Aldo rapportera de Lyon par la route une grosse valise d'euros. Il aura sa commission, bien sûr. Ça dure un temps, jusqu'à ce que Svetlana croise le chemin d'Aldo Bianchi. Svetlana Novak, jeune, sublime, intelligente, ambitieuse, banquière, prête à tout. Avec Aldo, elle partage des origines modestes, prolétaires, et une envie d'être riche à millions le plus vite possible. S'il faut pour cela pousser les gêneurs dans le lac Léman et devenir hors la loi, ainsi soit-il. Mais le problème avec la vie qui avance, c'est qu'elle réduit les possibles. Et au bout de ce chemin dangereux, que peut-il bien rester ? Je ne vous le dis pas, mais je vous encourage à le découvrir en dévorant le nouveau et prodigieux roman de Joseph Incardona qui s'appelle « La soustraction des possibles ». C'est sans aucun doute son livre le plus ambitieux depuis 20 ans. C'est le plus fort aussi, même si, dans un autre genre, 220 volts et chaleur nous avaient laissé bouche bée. Mais là, nous sommes nettement 3 crans au-dessus. La soustraction des possibles de Joseph Incardona est paru chez l'excellent éditeur girondin Finitude. En tout cas, à propos d'ennui, je vous garantis que si vous lisez le polar que je vous conseille, vous n'allez pas vous ennuyer une seconde et vous aurez de longues heures de bonheur devant vous parce qu'il est assez épais. Je vous raconte l'histoire. Lucy Blackman avait presque 22 ans. Grande, blonde, assez jolie, ancienne hôtesse de British Airways et couverte de dettes. Au printemps 2000, sa grande amie Louise parvient à la convaincre. À Tokyo, dans les bars à hôtesse, on gagne de l'argent, beaucoup d'argent et vite. Et pas besoin de coucher pour ça. Ce que veulent les Japonais, c'est seulement passer un moment avec une occidentale et raconter leur vie en buvant du champagne, leur vie de cadre d'entreprise, épuisés au travail et frustrés au lit. C'est terriblement ennuyeux. Louise et Lucie trouvent très vite un engagement au Casablanca. C'est l'un des innombrables clubs de Roppongi, le quartier chaud de la capitale japonaise. Pour 5 heures par soirée, chaque fille empoche environ une petite centaine de dollars. C'est trop peu pour vivre dans la ville la plus chère du monde, mais il y a les Dohan. Ce sont des rendez-vous en tête-à-tête avec tel ou tel client fortuné en dehors du club. Ça se passe en général au restaurant. C'est très cher et c'est faussement romantique, mais ça arrondit les fins de mois. Le samedi 1er juillet 2000, et tout cela est vrai malheureusement, Lucy Blackman part avec un client. À 19h06, elle appelle son amie Louise pour lui dire que l'homme est charmant et qu'elle passe un assez bon moment. Elle est d'excellente humeur, elle annonce qu'elle sera là dans la soirée. On ne la reverra plus jamais. 7 ans plus tard, l'enquête sur la disparue de Tokyo arrive à son terme, que bien entendu je ne vous révèle pas. Sachez seulement que cette quête de la vérité a fourni à Richard Lloyd Parry la matière d'un prodigieux roman policier vrai, intitulé « Dévorer les ténèbres ». Correspondant du Times au Japon, l'auteur connaît parfaitement les milieux interlopes de la ville, mais aussi le fonctionnement de la police et de la justice. Ce qu'il nous décrit est absolument sidérant et terrifiant aussi, à l'image du destin tragique de Lucy Blackman. Dévorer les ténèbres de Richard Lloyd Parry est paru chez Sonatine et c'est un super bouquin. Alors ce que je voudrais vous conseiller de lire si vous êtes confiné, c'est un bouquin absolument extraordinaire qui est sorti il y a fort longtemps et qui vient de ressortir. C'est pour ça qu'on peut le lire facilement. Laurent Lavalette sort de prison quand il rencontre Jules Desarteaux et son fidèle second Armand. Les deux hommes sont venus au bourg et ils remontent à la Syrie, dans leur montagne de Savoie. Plutôt que rentrer à Paris où personne ne l'attend en ce printemps 1947, Laurent accepte de les accompagner car la Syrie a besoin de main-d'œuvre. Et pas que la Syrie, d'ailleurs. À la ferme s'activent les 2 filles des Sartaux, la glaciale Hélène et la charmante Christine, qui malheureusement est sourde-muette. L'ex-tolard en est quand même tout retourné. Pensez donc 22 mois derrière les barreaux sans femme. Mais attention, pas touche à Christine, ça pourrait très mal finir. Dans l'immédiat,
Laurent comprend très vite que la scierie des Sartaux est avant tout la couverture d'un ancien réseau de résistants encore très actif. Les Allemands sont rentrés chez eux, restent les collabos et autres miliciens français de tout poil. Pour la plupart, ils ont repris leur petite vie tranquille après avoir pendant 5 ans dénoncé les maquisards et engraissé au marché noir. Très peu sont jugés et quand ils le sont, ils sortent bien vite de prison. C'est là qu'intervient le groupe des Sartaux, à la grenade et aux fusils mitrailleurs lors d'expéditions nocturnes et punitives contre lesquelles gendarmes et magistrats n'essayent pas vraiment de faire grand-chose. Laurent Lavalette intègre donc le groupe des Vengeurs. Lui aussi, bientôt, aura les mains rouges. Alors je ne vous dis surtout pas la fin épouvantable et violentissime de ce très grand livre de Jean Meckert, à l'écriture peut-être un peu surannée, mais très largement compensée par la puissance humaine, historique et politique du propos. Introuvable dans son édition originale chez Gallimard, Nous avons les mains rouges de Jean Meckert vient d'être réédité par Joël Losfeld dans sa petite collection de poche Arcane. Ma foi, c'est une excellente initiative. Quant à moi, j'ai un conseil de lecture polar absolument incontournable. C'est un polar italien. Voilà ce que je peux vous en dire. Il n'y a pas si longtemps, Denis Carbone était un flic véreux. Ses supérieurs lui ont sauvé la mise de justesse. Il est désormais placardisé au commissariat de Posillipe. C'est le secteur le plus calme et le plus chic aussi de la bonne ville de Naples, où il ne se passe quasiment jamais rien. Jusqu'à ce jour du mois d'août où Teresa, la secrétaire du service et amante occasionnelle de Carbone d'ailleurs, passe une tête pour dire « il y a du boulot ». Un 8,75. Oh putain, dit Carbone, du free jazz. Enfin, direction une énorme villa rose de la Via del Marzano, avec palmiers nains, majordome sri-lankais, tourelles et tout le tintouin. Au sol, dans le jardin, une femme d'une 40aine d'années, la tête explosée par sa chute. Elle s'appelait Esther Fornario, veuve millionnaire et forcenée du sexe. À deux, en bande, avec ou sans les accessoires. Tout ça, l'inspecteur Carbone le découvre très vite, preuves à l'appui, car c'est un bon, et même un très bon. Si un jour ces démons le lâchent, il a le calibre pour diriger tous les flics de Naples. Ces démons s'appellent Macallan et Laura, un grand whisky écossais et un grand amour passé. Très souvent, Macallan et Laura le poussent vers le Copacabana. C'est un bar torve où l'on sait quand on entre, mais jamais quand on ressort. C'est pourtant là que Carbone réfléchit le mieux. Et c'est là que, pas à pas, envers et contre tout, il va résoudre le mystère de la mort d'Esther Fornario. Alors faisons simple, j'ai tout adoré dans ce bref polar d'Angelo Petrella. L'intrigue efficace et 100% criminelle, sans l'ombre d'une thèse sociologique à l'appui. Le style très vif, rapide, souvent très drôle. La cohorte de flics déjantés, dangereux. Carbone à leur tête, bien entendu, personnage inoubliable. Et puis Naples, évidemment, décor somptueux de la tragédie d'Esther Fornario. Tout cela est magnifique. Ça s'appelle Fragile et la nuit d'Angelo Petrella. Ça vient de sortir chez Philippe Ray dans la collection Noire. Courez l'acheter dès la réouverture des librairies, bien sûr. Et ça, on l'attend avec beaucoup d'impatience, notamment Nicolas Caro et moi. J'ai un livre qui ne peut pas s'apparenter à un polar, mais c'est un magnifique roman social remarquablement écrit. Je vous raconte de quoi il s'agit. Sandrine, elle se trouve moche, flasque, stupide et nulle. C'est beaucoup trop sévère en fait, mais son cher papa la voyait ainsi et ne manquait pas de le lui dire. Alors à force, ça finit par rentrer. Désormais adulte, Sandrine mène l'existence absurde d'une secrétaire juridique sans passion, sans amis, sans enfants et sans hommes, jusqu'au jour où, à la télévision, elle voit l'homme qui pleure, Monsieur Langlois, dont la femme Caroline a disparu corps et bien. Son fils Mathias à la main, Monsieur Langlois pleure devant la caméra et Sandrine en est toute retournée. Alors, elle va à la marche blanche, comme on dit, en souvenir de l'épouse volatilisée. Peu après, Sandrine emménage chez l'homme qui pleure, elle partage son lit, elle prépare ses repas. Et elle élève son fils comme si c'était le sien. Et puis, coup de théâtre, des mois plus tard, Caroline réapparaît en Italie, amnésique, pas morte du tout donc. Elle revient en France, mais pas chez son mari, car il y a une nouvelle femme, certes, mais ce n'est pas la seule raison. Jour après jour, Caroline reconstitue en fait ses souvenirs de femmes sous emprise, séquestrées, violentées, affamées par Monsieur Langlois. De femme qui un jour a voulu s'enfuir
et a eu la vie sauve par miracle. En parallèle, Sandrine, elle, renonce peu à peu à enjoliver l'effroyable réalité. Elle aussi, elle tremble devant son bourreau. Elle aussi, elle camoufle ses bleus. Elle aussi, elle renonce à toute dignité. Elle aussi, elle maquille l'inadmissible en supportable pour ne pas être seule, pour sauvegarder le bonheur des débuts quand elle pensait que l'homme qui pleure était l'homme de sa vie. Sandrine sauvera-t-elle sa peau? S'arrachera-t-elle à l'effroyable emprise de Monsieur Langlois? Eh bien, pour le savoir, plongez dans ce prodigieux et rudissime roman de Louise May. Ça s'écrit M-E-Y, ça s'appelle La deuxième femme. C'est magnifiquement écrit, c'est totalement bouleversant. La deuxième femme de Louise May est parue aux éditions du Masque. Quant à moi, j'ai un super polar écossais que j'ai raté là quand il est sorti au début de l'année, mais bon, je me rattrape. À la longue liste des très très bons auteurs écossais de polar, donc il faut désormais ajouter le nom d'Alan Parks, inventeur d'un magnifique personnage de flic. Ce flic s'appelle Harry McCoy. C'est lui qui, le 10 février 1973, monte sur le toit d'un immeuble de Glasgow pour constater que Charlie Jackson est bel et bien mort. Il a une balle dans la tête, mais il a aussi 2 mots gravés au couteau sur le torse. Bye bye. Or, Charlie Jackson n'est vraiment pas n'importe qui. D'abord, c'est le nouvel attaquant du Celtic, l'un des 2 grands clubs de foot de la ville. Et ensuite, c'est l'amant et futur époux, dit-on, d'Hélène Scobie, ravissante fille unique du plus gros mafieux écossais. Mafieux dont le garde du corps, Connolly, en plus d'être un dangereux sociopathe, est fou amoureux de la belle Hélène. Il endosse donc, Connolly, le rôle de suspect numéro 1, d'autant qu'il a pris la tangente. Il est introuvable et il va le rester pendant presque toute l'enquête de McCoy et de son jeune adjoint Watty, qui est tout son contraire. Il est propre sur lui, il ne fume pas d'herbe, il supporte, lui, la vue du sang, il ne se saoule pas avec les truands, il n'a pas de pulsion suicidaire et il n'est pas abonné au cauchemar de sa petite enfance. Mais McCoy, flic déglingué s'il en est, a des excuses, beaucoup d'excuses même, que je vous laisse découvrir en lisant ce magnifique polar gris-cendre, poisseux et glacial, exactement comme Glasgow en hiver en fait, et aussi profondément humain, comme Glasgow, en toute saison. Ça s'appelle L'Enfant de février. C'est la 2e enquête d'Harry McCoy. La première, c'était Janvier noir. Celle-là aussi, je l'avais loupée et je le regrette énormément. Je sais donc ce qu'il me reste à faire. L'Enfant de février et Janvier noir d'Alan Parks, tous les 2 sont disponibles chez Rivage Noir. Quant à moi, puisque les librairies sont en train de rouvrir, n'hésitez pas à aller vous procurer le bouquin dont je vais vous parler tout de suite. Quelle est l'histoire? C'est une histoire de femmes essentiellement. La première se prénomme Orna, elle a la quarantaine, récemment divorcée, elle a un jeune fils qui vit avec elle, pas d'homme, jusqu'à ce qu'elle rencontre Gil sur Internet. Il est avocat, fortuné, plutôt pas mal, sans être renversant, divorcé également, 2 grandes filles dont il a la garde partagée. Bon, donc ça peut coller. Et d'ailleurs, ça colle, après plusieurs semaines d'approche tout de même et de rendez-vous romantiques. Et c'est même Orna qui pousse à conclure, puisque son partenaire semble prêt, lui, à patienter jusqu'à la Saint-Glinglin. Nous en sommes là, quand son amant lui propose de l'accompagner pour un court séjour professionnel à Bucarest. Elle n'en reviendra pas. La deuxième, c'est Emilia. Emilia est réfugiée lettonne, elle est venue tenter sa chance en Israël. Résultat, elle fait garde malade auprès de Naoum, qui est un très vieux et très charmant monsieur qui a 2 fils, dont un certain Gil, tiens justement, avocat en vue de Tel Aviv. Et quand Naoum disparaît, eh bien Gil propose des heures de ménage à Emilia, qui en a bien besoin, la malheureuse. C'est une femme assez quelconque, très solitaire, sans enfants et sans famille, qui est pétrie de foi catholique, mais ça n'empêche pas les sentiments, bien sûr. De femme de ménage, Emilia devient peu à peu la confidente de Gil. Elle n'aura pas le temps de devenir sa maîtresse. La troisième femme s'appelle Ella. Elle est universitaire et tout son temps libre, elle le consacre à sa famille qu'elle adore. Elle ne cherche pas du tout d'aventure sentimentale, n'empêche qu'elle ne repousse pas tout de suite cet avocat, Gil, qui l'aborde dans un café du centre-ville. Je vous laisse découvrir la suite de cet excellent polar israélien intitulé 1, 2, 3. Histoire criminelle, certes, mais très finement menée, au point que bien vite, nous, lecteurs, avons envie de crier à ces malheureuses femmes « Attention, attention, danger ! Fuyez ce charmant avocat qui camoufle un monstre redoutable. » 1, 2, 3, signé de Dror Michani, est paru dans la série noire chez Gallimard,
et c'est hautement recommandable selon moi. Moi, je vous conseille sur les polars. Vous le savez, le samedi matin, et là j'en ai encore trouvé un italien, pas piqué des hannetons. Je vous raconte l'histoire. Le commissaire Soneri a 3 fers au feu. D'abord, il doit identifier le cadavre d'une femme calcinée, retrouvée sur un talus de l'autoroute un soir de très épais brouillard près de Parme, et tout près aussi d'un camp de gitans, a priori assez inoffensif, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, il doit savoir qui est ce petit vieux, découvert mort une fois tous les autres passagers descendus, au fond d'un autocar en provenance de Bucarest. Enfin, et peut-être surtout, il doit identifier l'amant de sa compagne Angela. Pas pour lui taper dessus, non, mais pour connaître le rival et pouvoir éventuellement élaborer une stratégie de reconquête. Le tout, bien sûr, sans perdre l'appétit et le goût pour le vin italien qu'il déguste dans son adresse fétiche du centre-ville, adresse également fréquentée par un personnage absolument hors du commun qui s'appelle Sbarazza. C'est un noble fauché, mais encore présentable, qui se nourrit des restes sur table des clients du restaurant. Mais attention, seulement les femmes, car picorer leur assiette lui procure en quelque sorte une chaude illusion d'intimité. Alors tout ça, allez-vous me demander, est-ce que ça génère un scénario intéressant et qui tient debout? Ma réponse est très simple, oui, 3 fois oui, parce que Soneri est un personnage magnifique, parce que son enquête multiple est tout sauf anecdotique, parce que jamais les flics italiens, qu'on se le dise, ne perdent leur sens de l'humour, et parce que la vieille ville de Parme, même dans le brouillard, ça a de la gueule. Au moins pour ces raisons-là, foncez sur le dernier polar de Valerio Varesi, ça s'appelle Or, Encens et Poussière. Ça vient de sortir chez Agulot dans la collection noire. Et après, bien sûr, direction Parme et cette trattoria de légende avec le secret espoir de voir s'attabler Sbarazza devant un ossobuco à peine entamé. Moi, je suis sûr de mon choix, en tout cas en matière de polar français, ça je vous garantis. Je vous raconte l'histoire de celui-ci. Il y a plusieurs personnages. Le principal se prénomme Maxine, avec un N. Elle est belle, elle est folle, elle joue redoutablement bien au poker, elle gagne plein d'argent, mais c'est tout à fait secondaire. En fait, elle joue pour humilier les hommes et oublier ainsi un souvenir infernal. Au fond, elle sait qu'elle n'échappera pas à une ultime partie contre l'adversaire de toute sa vie. Pour cette partie, en fait, elle accepterait volontiers un petit peu d'aide, mais pas de n'importe qui. Dans le circuit des jeux clandestins, on lui chante les louanges d'un certain Zach. Solide réputation, beau palmarès, toujours vivant en plus, et beau gosse, ce qui ne gâte rien. Maxine demande à le rencontrer, et du coup, elle fait en même temps la connaissance de Balou, qui est un noir gigantesque et protecteur de Zach, qui passe tout son temps libre à cogner les souteneurs, car Balou déteste les hommes qui frappe les femmes. Quant à Maxine, elle a aussi son ange gardien qui vit sur son palier. Il s'appelle Jean, c'est un gamin surdoué, affligé d'une mère alcoolique. Bien entendu, Jean suivrait Maxine au bout du monde. Et ces 4-là n'iront pas aussi loin. Direction simplement la Touraine. La Touraine où Maxine a un rendez-vous donc avec son destin. 250 petits kilomètres et presque autant d'options baston, beuverie et parties de cartes endiablées, notamment une d'anthologie dans un rad à bikers appelé le taureau par les cornes. Tout cela est écrit dans une langue que le grand Michel Audiard n'aurait certainement pas renié. C'est extrêmement drôle et distrayant, et par les temps qui courent, c'est donc tout à fait recommandable. Ça s'appelle Joueuse. L'auteur Benoît Philippon avait déjà cogné très sec avec son précédent polar Mamie Luger, qui vient d'ailleurs de sortir en poche. Joueuse, qui vient de paraître aux arènes dans la collection Equinox sous une couverture comme d'habitude, magnifique. Je vous plante le décor de mon polar de la semaine qui m'a beaucoup plu, ma foi. Nous sommes dans les Bull Mountains, dans le Montana. C'est un coin absolument impitoyable, étouffant en été, glaciaire en hiver, et c'est là que vit Wendell Newman. Bon, c'est un parmi des millions d'Américains avec quelques centaines de dollars en banque à peine, un mobil-home pour appartement, et puis de la bière au frigo, mais rien d'autre. Il survit en louant en fait son travail aux fermiers du coin, mais c'est un brave type, il est bosseur, il est pas bagarreur. Un jour, l'assistante sociale du comté débarque avec au bout du bras un gamin de 7 ans qui s'appelle Roddy. Il est chétif et mutique. Sa mère vient d'être incarcérée pour trafic de drogue et c'est une très vague cousine de Wendell qui, du coup, hérite du gamin. Et ça, c'est vraiment pas une sinécure, croyez-moi. Le môme est de toute évidence traumatisé. Il ne décroche pas un mot, il ne s'intéresse à rien, sauf à la chasse. Et dans ce domaine, la traque du loup, comme chacun sait,
dépasse toutes les autres en prestige. Et justement, pour la première fois depuis plus de 30 ans, le gouverneur de l'État a autorisé une chasse aux loups. Tous les fusils du Montana sont de sortie, bien sûr, y compris ceux des cinglés des milices séparatistes dont l'idole a perdu la vie il y a fort longtemps lors d'une autre chasse aux loups, celle-là totalement illégale. Et ce chasseur rebelle d'antan, c'était Verl Newman, le père de Wendell. La boucle est donc bouclée et le sang va couler. Une nouvelle fois, un auteur américain inconnu et débutant réussit un coup de maître. Celui-ci s'appelle Joey Wilkins et son roman « Ces montagnes à jamais » coche bien des croix dans les cases, comme on dit. Histoire authentique et palpitante, personnage très puissant, écriture efficace. C'est assurément à lire. « Ces montagnes à jamais » de Joey Wilkins est paru aux éditions Gallmeister. Moi, je vous livre un choix de polar. Tiens, je vais vous lire le début pour une fois, ça met dans l'ambiance. Le strip club est plein. L'odeur des sexes lubrifiés se marie avec celle de la fumée d'herbe et de crack. L'odeur de crack à celle des peaux mal lavées, toutes mouillées. L'odeur des peaux à celle de champagne séché sur les seins nacrés des danseuses. Nous sommes downtown Los Angeles et l'un des types présents dans la salle se prénomme Wes. Ce soir, il pleure un énième corps, celui qu'on retrouvera demain, un autre qu'il n'a pas su épargner. À l'autre bout de la ville, dans les beaux quartiers, Beck, une ravissante apprentie comédienne, prépare une omelette à son très riche compagnon, Ashley, l'agent des stars. En lui, en fait, elle n'aime rien, pas sa façon de me parler, dit-elle, pas sa façon de me baiser. Pourtant, c'est lui qu'elle voulait, allez comprendre. Wes est donc un tueur en série, Beck est une starlette intéressée. Chacun vit avec ses démons qui les ramènent tous les deux au trou paumé où ils sont nés, Muskogee, Oklahoma. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Bientôt, ils vont se croiser dans la ville géante, se percuter presque. Deux folies qui se rencontrent, ça donne rarement quelque chose de bon, mais ça peut tout de même faire un sacré polar bien gluant et bien déjanté, bien malsain aussi. Pourtant, l'auteur a l'air tout à fait inoffensive. Elle s'appelle Morgane Montoriol. On ne sait rien d'elle, si ce n'est que Tache Rousse est son premier livre et que la couverture est particulièrement ratée. Mais ça, c'est pas très grave. Tache Rousse de Morgane Montoriol va vous emmener là où peut-être vous ne souhaitez pas aller. Rien que pour ça, ça vaut le voyage. C'est paru chez Albin Michel. Bon, quant à moi, j'ai des incontournables de ce printemps quand même à vous proposer, je pense. Je vous cite le début. Depuis 25 ans, dit Nathaniel, je suis un membre actif du Secret Intelligence Service britannique. Pour les initiés, le bureau. Depuis aussi longtemps, il est également membre de l'Athleticus Club de Battersea, où pour oublier l'espionnage et ses secrets, il se défoule en tapant dans un volant de badminton. Ce soir-là, il est défié par Ed, un grand échalas, 2 fois plus jeune que lui, qui veut absolument battre Nat le champion. C'est parti pour une longue série de rencontres, certes sportives, mais pas que. En buvant quelques bières d'après-match, Ed et Nat discours du monde comme il va, ou comme il ne va pas, c'est selon. Il parle du Brexit, bien sûr, méga boxon qui met les Anglais à la merci des États-Unis, qui sont en train de plonger dans le racisme institutionnel et le néofascisme, avec à leur tête M. Trump, nettoyeur des chiottes de Poutine. Il fait tout ce que le petit Vlad, tchéquiste médiocre, ne peut pas faire lui-même, pisser sur l'unité européenne, sur les droits de l'homme et sur l'OTAN. Au fil des semaines, Ed et Nat deviennent copains, presque amis, jusqu'au jour où le second découvre une autre facette du premier, totalement insoupçonnable, et c'est ainsi que l'espion professionnel se retrouve en situation très inconfortable avec obligation de rendre des comptes tout de suite et au plus haut niveau de sa hiérarchie. Une fois de plus, je sors complètement bluffé d'un roman de John le Carré, dont plus personne désormais ne pourra ignorer le jugement sur le Brexit, sur Trump et sur Poutine. Sa dernière livraison, qui s'appelle Retour de service, est un bijou d'intelligence, d'astuce et de désenchantement, en plus d'être un régal de lecture, superbement traduit comme d'habitude par Isabelle Perrin. L'indispensable Retour de service de John le Carré vient de paraître aux éditions du Seuil et je ne saurais trop vous le conseiller. Quant à moi, j'ai un choix de polar assez extraordinaire. C'est un tout petit livre indien. Je vous raconte l'histoire. Dans la famille
famille d'Alvi, on mange de la viande tous les jours, c'est comme ça. Et le fait d'être en Inde en 1949, et plus encore, le fait d'être tout près d'un temple sacré dont la divinité est strictement végétarienne n'y change rien. L'écurie d'agneau, c'est pour monsieur le contrôleur des impôts et ses proches. Le riz et les lentilles, c'est pour tous les autres, notamment les domestiques de la maison. Et c'est l'un d'entre eux, Basant Kunar, qui donne l'alerte en pleine nuit. La demeure des maîtres est en feu. Bilan, 6 morts, dont l'autopsie révélera qu'ils ont d'abord été massacrés au gourdin avant d'être brûlés. L'affaire d'Alvi est désormais un crime majeur. L'enquête est confiée au magistrat Sen, qui est efficace, non corrompu et grand carnivore devant l'Éternel. Alors, il est consterné car c'est le cuisinier des d'Alvi qui lui mitonnait ses plats préférés, tous à base de bœuf, de chèvre ou de mouton. Il est donc bien décidé à faire pendre le meurtrier qui l'a privé de son plaisir terrestre favori, la table. Au fond, l'affaire n'est pas bien mystérieuse et son récit tient en une centaine de pages à peine. Mais quelles pages! Dans La vengeance du carnivore, Upamanyu Chatterjee, c'est le nom de l'auteur, nous régale littéralement avec une description très haute en couleur et souvent très drôle d'une Inde pour nous incompréhensible. Par la même occasion, il nous rappelle qu'à 70 ans d'écart, l'Inde fondamentalement n'a pas changé. Le massacre de la famille d'Alvi pourrait parfaitement avoir lieu hier et pour les mêmes raisons. Cerise sur le gâteau, La vengeance du carnivore, qui vient de paraître chez Robert Laffont dans la petite collection Pavillon Poche, bénéficie d'une couverture absolument magnifique avec des plantes carnivores dessus. Tout ça pour 9 €. Alors pourquoi s'en priver, mes amis, je vous le demande. Ça donne envie. Exactement. Et ruez-vous sur ce polar qui est sorti, il y a quelques mois, et puis il y a eu le Covid, j'ai oublié de vous en parler, oh là là, quelle erreur, heureusement je me rattrape par les branches. Je vous raconte. Aux questions des policiers bruxellois, Nicolas Stankovic se contente de répondre, c'est pas moi. Ok, donc c'est donc pas lui qui a poignardé à mort Ivanka Jankovic, 26 ans, serveuse de restaurant, et call girl occasionnelle. Dans l'appartement d'Ivanka, on a pourtant retrouvé des traces ADN du jeune Croate, par ailleurs graffeur de génie, qui a précisément dessiné le meurtre de sa compatriote. N'empêche, c'est pas moi, continue de marteler le funambule, l'homme qui a recouvert les murs de la capitale belge de fresques ultra réalistes et ultra dérangeantes aussi, des scènes de violence absolue noyées dans un bain de sang. C'est donc à l'EDS, l'établissement de défense sociale, comme on dit en Belgique, qu'échoue le meurtrier mutique et présumé. Charge à la directrice, Pauline Derval, de déterminer si Nicolas Stankovic est conscient ou pas de ses actes. Si oui, ce sera la cour d'assises. Sinon, l'internement psychiatrique. La peste ou le choléra, donc, pour celui qui répète inlassablement « c'est pas moi ». Je vous en dis pas plus, et je préfère vous laisser seul aux prises avec les démons du jeune Croate, survivant du siège et du massacre de Vukovar en 1991, car bien entendu, c'est là-bas, dans cette épouvantable guerre des Balkans, qu'il faut chercher la clé des événements de Bruxelles. Pauline Derval l'a bien compris, c'est une femme exceptionnelle, d'une volonté de faire et d'une intelligence acérée. Elle est l'atout maître de Nicolas Stankovic, le funambule. Elle est aussi la preuve irréfutable que les femmes, en toutes circonstances, sont meilleures que les hommes. Attention, grand livre, le meilleur livre de Paul Collis depuis un long moment de silence, c'était en 2013 et c'était déjà une sacrée claque. Ça s'appelle « Toute la violence des hommes ». Il file direct dans mes 10 préférés de l'année, donc foncez. Toute la violence des hommes de Paul Collis est paru aux éditions Hervé Chopin et je vous en souhaite une excellente lecture d'été. Ma foi, faut pas l'oublier celui-là avant de partir à la plage. Moi, j'ai une autre bonne nouvelle dans un autre registre qui est bien entendu de la littérature. Évidemment, tout ça est criminel. Forcément, je vous raconte l'histoire en 2 mots. Elle s'appelle Mona Lisa, elle a 8 ans. Un soir de février 2004, elle est embarquée presque devant le cimetière des Grands Maisons où est enterré Mitterrand, à Jarnac, en Charente. Un homme jeune, aux cheveux presque rasés, a été vu poussant la gamine dans le coffre d'une 405 grise qui a démarré en trombe. L'affaire Mona Lisa commence. Elle sera bouclée en moins de 36 heures et à ce stade, je ne vous dis pas comment, car tout est vrai dans ce remarquable récit criminel intitulé « Du bleu dans la nuit ». L'auteur Jean-Charles Chapuzet a retrouvé et rencontré tous les protagonistes, les habitants, les élus, les journalistes et surtout les gendarmes, bien sûr, les hommes en bleu, ceux de Charente, mais aussi ceux de la section de recherche de Bordeaux, qui ont déboulé en pleine nuit à Jarnac. À leur tête, à l'époque, il y avait Francis Hubert, alias le patron. Il dit
L'affaire Mona Lisa est la plus importante de ma carrière. Pourquoi ? Je vous laisse le découvrir, tout comme je vous laisse découvrir le quart-monde campagnard hallucinant dans lequel évoluait le kidnappeur de la fillette et les suites politiques de cette affaire largement exploitées par deux ténors qui ont depuis fait pas mal de chemin, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Elle voulait diriger la région Poitou-Charentes, lui, il était ministre de l'Intérieur. D'un bout à l'autre, cette histoire est fascinante et passionnante. Quant à la forme du récit, elle est redoutable d'efficacité. Je termine donc cette 23e saison de C'est à lire avec ce formidable Du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet, paru aux éditions méconnues Marchiali, qu'il faut saluer aussi pour leur mise en page inédite et particulièrement élégante. Donc passez un très bon été avec des caisses de bons bouquins à l'ombre du pin parasol et prenez soin de vous.